africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Bienvenue au rendez-vous de l'information sur Africa Télévision. Voici les titres de cette édition. Au Gabon, des manifestations ce lundi à Libreville. Des fonctionnaires et étudiants ont été empêchés de rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons tout à l'heure. La menace à Boko Haram persiste au Nigeria et ce lundi, un attentat à la bombe dans un établissement secondaire du nord-est du pays a fait de nombreuses victimes. Et le sommet Asie-Pacifique du Forum de coopération économique s'est ouvert à Pékin ce lundi. 21 pays et territoires riverains de l'océan Pacifique prennent part à cette rencontre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur le Burkina Faso. Le président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, vient d'achever une visite de 24 heures à Ouagadougou. Il a rencontré au cours de sa visite le lieutenant-colonel Isaac Zida, l'actuel homme fort du Faso. Il a également rencontré la classe politique, les responsables religieux et traditionnels, ainsi que l'ensemble des acteurs de la crise. Le président mauritanien se dit optimiste quant à une issue heureuse de la crise au Faso, mais il n'a pas manqué de témoigner le soutien de l'Union africaine au pays. Nous l'écoutons au micro de nos correspondants Abdoulaye Bakari qui est nous. L'Union africaine n'est pas venue pour sanctionner le Burkina. Nous sommes venus pour participer à la solution. Et la solution viendra des Burkinabés eux-mêmes. Donc l'Union africaine est là pour les accompagner. Ils ont déjà fait l'essentiel pour davantage de démocratie dans leur pays. Nous ne pouvons que les encourager, que les féliciter à continuer et à terminer le reste du travail dans la tranquillité, la sécurité et la paix sociale. Nous regrettons au niveau de l'Union africaine ce qui s'est passé, les morts, les pertes humaines, nous les regrettons. Nous prions pour eux. Et nous souhaitons aussi un prompt rétablissement pour les blessés. Donc, nous ne sommes pas venus pour sanctionner, nous sommes venus pour aider nos frères du Burkina qui doivent eux-mêmes trouver leur solution pour que la solution reste et sort du peuple burkinabé. Et l'Union africaine est là pour les soutenir. La menace Boko Haram persiste au Nigeria. Ce lundi, un attentat à la bombe dans un établissement secondaire du nord-est du pays a fait de nombreuses victimes, pour la plupart des élèves. Les autorités nigérianes soupçonnent le groupe terroriste Boko Haram d'être à l'origine de cet attentat. Cette attaque a été perpétrée juste après la diffusion de cette nouvelle vidéo de Boko Haram dont on ignore le lieu et la date exacte de tournage. Les combattants y sont acclamés par la population nigériane. L'armement y est impressionnant. C'est en tout cas le message que veut faire passer la secte islamiste au reste du monde. Ces hommes sont les maîtres du Nigeria. Tout accord de cessez-le-feu est exclu. Boko Haram y montre aussi son soutien indéfectible au califat proclamé par le groupe État islamique. À tous ceux vivant dans le califat islamique, je vous salue mes frères en Afghanistan, Pakistan, Azerbaïdjan, Tchétchénie. Boko Haram, qui signifie en langue haoussa l'éducation occidentale est péché, a déjà mené de nombreuses attaques contre des établissements scolaires. La dernière remonte à 9 mois. Des hommes armés avaient ouvert le feu dans le dortoir d'un internat à Bouniyadi, également dans l'état de Yobe. Plus de 40 élèves avaient été tués. Au Mali, une délégation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à UEMOA a été reçue ce matin par le Premier ministre malien Moussa Mara. L'objectif de cette rencontre était de faire le point de la première revue annuelle des réformes politiques et programmes de l'UEMOA qui s'est tenue la semaine dernière à Bamako. Nous suivons donc ce reportage en commentaire
Mahmoud Kabadiakité, excusez-moi. C'est au vu de la lenteur observée dans la transposition de certains textes communautaires de l'UEMOA que la conférence des chefs d'État avait demandé au Conseil des ministres de procéder à une évaluation. Évaluation qui devait se faire à travers une revue annuelle des réformes, politiques et programmes de l'UEMOA. Le Mali, 7e pays à être visité par cette commission, peut se réjouir des résultats de cette première évaluation. Le Mali aujourd'hui a transposé 61%, en exécution 57% d'application, au moment où la norme communautaire est entre 57% de transposition et 49% d'application. Cela dénote simplement que le Mali est aujourd'hui dans une posture où on peut se glorifier d'avoir fait des pas importants grâce à l'action de Madame le ministre des Finances, mais également des ministres sectoriels. Un résultat rendu possible grâce aux efforts conjoints des ministres sectoriels, mais surtout à l'action de la ministre malienne de l'économie et des finances, qui a pour sa part tenu à féliciter l'ensemble des acteurs de cette réussite. Je tiens à saluer les ministres sectoriels et l'ensemble de nos staffs techniques qui vraiment se sont attelés à la tâche pour évaluer avec la mission de l'UEMOA l'état des lieux d'avancement au niveau du Mali en termes de transposition et d'application des directives et des règlements. Une bonne position qui se révèle désormais un défi pour le Mali qui entend maintenir le cap. Le défi pour nous, c'est de maintenir cela et de pousser plus en avant pour que l'intégration des peuples soit une réalité. Le défi est encore énorme et je pense qu'il faut qu'on remobilise les troupes et qu'on continue justement à nous battre pour vraiment parvenir à ce résultat que nos pères fondateurs ont bien voulu nous assigner comme objectif. Le rendez-vous est pris sur 2015 pour la prochaine évaluation de l'UEMOA. Hors du continent africain, à présent, le sommet d'Asie-Pacifique du Forum de coopération économique Asie-Pacifique s'est ouvert à Pékin ce lundi. 21 pays et territoires riverains de l'océan Pacifique prennent part à cette rencontre qui pourrait voir un dégel dans les relations entre Pékin et Tokyo. Barack Obama, vedette du sommet de la PEC. Accueil très chaleureux pour le président américain avec des chefs d'entreprise asiatiques qui immortalisent le moment. À Pékin, Barack Obama a lancé un appel aux Chinois en vantant les mérites du libéralisme. Les États-Unis se félicitent de voir se développer une Chine prospère, pacifique et stable. Un message clair alors que les relations entre Washington et Pékin n'ont pas toujours été au beau fixe ces derniers temps. Les États-Unis veulent sceller un nouveau traité de libre-échange avec 11 membres de la PEC. La Chine, elle, n'est pas du projet et certains s'en offusquent. Mais Barack Obama assure que les deux plus grandes économies mondiales ont vocation à se rapprocher encore davantage. Sur les 5 prochaines années, on estime qu'environ 50% de la croissance mondiale, hors États-Unis, sera produite ici même, en Asie. Par conséquent, cette région représente une opportunité incroyable pour créer des emplois et de la croissance pour les États-Unis. Tout décideur américain sérieux le reconnaît, qu'il soit en politique ou dans le monde des affaires. Et un nouvel accord annoncé quelques heures auparavant devrait permettre d'intensifier les échanges. Jusqu'à présent, les visas entre nos deux pays ne duraient qu'un an. Avec le nouvel accord, les visas étudiants seront étendus à une durée de 5 ans. Les visas d'affaires et de tourisme étendus à 10 ans. Washington veut attirer investissements et touristes. L'an dernier, 100 millions de Chinois s'étaient rendus en vacances à l'étranger. À peine 2% d'entre eux avaient choisi les États-Unis. C'est dire l'ampleur de la tâche. Après une journée de discours, dîner de gala, costume en soie, col Mao, Barack Obama a respecté la tradition. Il a ensuite assisté à une cérémonie en grande pompe, signe de la puissance financière des Chinois. En Ukraine, le crash du vol MH17, c'était il y a 3 mois. Aujourd'hui, de nouveaux éléments de l'enquête viennent d'être apportés par le site d'investigation Bellingcat. Dimanche soir, l'explosion est venue rompre le calme qu'avait su préserver Kharkiv, grande ville de l'Est de l'Ukraine, restée fidèle au pouvoir central. Le pub Stena a été détruit par une bombe faisant 2 blessés graves. Il collectait de l'argent pour les soldats ukrainiens. Pour les autorités et les témoins, l'hypothèse du terrorisme s'impose.
Mais pour le moment, l'explosion de Kharkiv reste un acte isolé. La tendance reste à une guerre classique et ouverte, si besoin esthétisée, comme dans ce clip réalisé par un site d'information séparatiste récupéré sur Internet. De fait et sans musique, les journalistes et les observateurs de l'OSCE ont pu aussi filmer sur les routes ces colonnes de camions anonymes, tractant des canons de 122 mm. Les arrivées d'armes lourdes sont massives dans les zones rebelles. Ici, à Donetsk, des chars flambant neufs, sans signe distinctif, laissent présager le pire. Pour Kiev, leur provenance est transparente. Le déploiement depuis la Russie continue. Des nouvelles troupes, des commandants, des armes et des armements lourds. Dimanche, la diplomatie européenne a également mis en cause la Russie, qui nie toujours fournir des armes. Sur le terrain, l'escalade est bien réelle. Des combats sont en cours en plusieurs points de la zone séparatiste, avec pour épicentre Donetsk, ville rebelle, où les troupes ukrainiennes tiennent toujours l'aéroport. Peu à peu, les échanges de tirs détruisent la ville et tuent ses habitants. Selon l'ONU, plus de 4000 personnes, des civils pour la plupart, ont été tués depuis le début du conflit en avril. Vous venez plutôt de suivre un élément sur les violences dans l'est de l'Ukraine. Et les Pays-Bas ont organisé un hommage national en mémoire des 298 victimes du crash du vol MH17 abattu le 17 juillet dernier en Ukraine. La cérémonie a été organisée à Amsterdam en présence de près de 1600 proches et du Premier ministre néerlandais. Et au Mexique, encore des manifestations de protestation suite à la disparition des étudiants. Les manifestants réclament la démission du chef de l'État. Nous poursuivons avec la santé. Nous sommes en Guinée. Nous parlons de l'épidémie d'Ebola, cette épidémie qui continue de sévir. En Guinée, elle a déjà dépassé le cap des 1000 morts. C'est ce qui ressort du dernier rapport rendu public par la coordination de riposte pour la maladie et les partenaires dans cette lutte. Annoncée presque circonscrite il y a quelques mois, la fièvre hémorragique à virus Ebola continue son ascension macabre en Guinée. Selon un dernier bilan établi par la coordination de riposte et les partenaires de la Guinée, cette épidémie qui sévit en Guinée depuis le mois de mars a dépassé le cap des 1000 morts. Du début de l'épidémie jusqu'à la date du 6 novembre 2014, la Guinée a enregistré 1813 cas, dont 1079 décès, c'est-à-dire 59,5%, répartis comme suit. Cas confirmés 1552, donc 875 décès, 53,3%. Cas probables 204, dont 204 décès, et cas suspects 57. Malgré les efforts de sensibilisation à travers le pays, les équipes de lutte contre Ebola sont toujours confrontées à la réticence communautaire. Tant qu'on ne vaincra pas la réticence dans toutes les préfectures, et attendez-vous à des cas cachés et qui risquent de nous donner une fausse impression que nous sommes en train de bien évoluer alors qu'il y a des zones d'ombre. C'est ce qui s'est passé. On était sur une pente que nous-mêmes on a dit, le nombre est en train de diminuer. En ce moment, la réticence était très forte à Massanta et tout dernièrement, on n'a plus de réticence à Massanta et à Kerouané. La réticence est en train d'être vaincue, mais il y a encore des réticences à Koya. Et Forikaria aussi, on a des zones de réticence, y compris Conakry. Pour décentraliser le traitement de cette maladie qui, jusque-là, est concentrée au CTE de Donka dans la capitale Conakry et à Massantan dans la Guinée forestière, les autorités guinéennes et ses partenaires ont déjà entamé la construction de 10 autres centres de traitement, 16 centres de transit et 62 centres de traitement communautaire à travers tout le pays. Je l'annonçais dans les titres, cette manifestation au niveau du Gabon, colère et tension dans les rues de Libreville ce matin. Plusieurs fonctionnaires et étudiants ont tenté sans succès de rencontrer le président de l'Assemblée nationale lorsqu'ils ont été empêchés dans leur action par les forces de la police nationale.
Les manifestants souhaitaient faire part de leurs revendications au président de l'Assemblée nationale. Nous avons donc en direct de Libreville notre correspondant Ismaël Obianze. Ismaël, bonsoir. Bonsoir Albertine. Alors qu'est-ce qui s'est passé devant l'Assemblée nationale ce matin? Écoutez, c'est un mouvement qui a donné des frayeurs aux usagers de la route. Pendant 2 à 3 heures, le boulevard Triomphal était fermé à la circulation automobile. Les manifestants, pour l'essentiel, les fonctionnaires et étudiants, voulaient porter leurs revendications à l'Assemblée nationale. Ils en ont été empêchés parce que l'hémicycle avait été plutôt bouclé par les forces de police nationales. Alors pourtant, une grande rencontre aura lieu le 17 novembre prochain au palais présidentiel. Le chef de l'État, dit-on, devra recevoir les syndicats pour discuter de leur cahier de charge. Alors pourquoi s'impatientent-ils? Leur cahier de charge est vaste. Il va de la libération sans condition des étudiants arrêtés depuis plus de 3 mois déjà à la suite de graves incidents qui avaient émaillé l'université Omar Bongo Ondimba l'année dernière. Et les manifestants, les agents de l'État reviennent aussi sur le relèvement du point d'indice, du relèvement du SMIC et aussi le paiement sans évaluation de la prime d'incitation à la performance. Laquelle prime d'incitation à la performance, semble-t-il, selon les voies autorisées, serait en train d'être payée depuis vendredi dernier. Alors c'est difficile à expliquer tout ceci, Albertine. Le contexte apparent de surchauffe sociale que traverse Libreville depuis quelque temps pousse normalement à la réflexion. Soit il obéit à une logique de contestation normale et très ordinaire, avec la vocation de faire solder les vieilles promesses des différents gouvernements vis-à-vis des travailleurs gabonais, soit ce contexte adosse sur un agenda caché que seuls les syndicats seraient à même aujourd'hui de maîtriser. Dans tous les cas, ils sont attendus par le chef d'État le 17 novembre prochain lors d'une grande rencontre qui avait été déjà annoncée par son Premier ministre, le professeur Daniel Onando, qui recevait la semaine dernière tous les syndicats de l'administration publique. Peut-être qu'à l'issue de cette rencontre, on en saura un peu plus sur leur démarche d'aujourd'hui, Albertine. Merci Ismaël Obianze pour toutes ces informations. À présent, la suite de l'actualité en bref et en images, rassemblée et commentée pour vous ce soir par Mahmoud Kaba Diakité. La demande d'appel du parquet sud-africain insatisfait de la condamnation à 5 ans de prison du champion paralympique Oscar Pistorius pour avoir abattu sa petite amie en 2013 sera examinée le 9 décembre, a annoncé le parquet ce lundi. La juge Tokosil Masipa, qui a condamné Oscar Pistorius pour homicide involontaire à l'issue de 8 mois d'un procès retentissant, doit décider si elle donne le feu vert à la remise en question en appel de son propre jugement. Les djihadistes égyptiens de Ansar Beit al-Maqdes, qui étaient liés précédemment à Al-Qaïda, ont prêté allégeance lundi à l'organisation État islamique selon un enregistrement publié sur le compte Twitter du groupe égyptien. Le groupe affirme s'en prendre aux forces de sécurité pour venger les manifestants pro-Morsi et islamistes qui ont fait l'objet d'une répression sans pitié de l'armée depuis plus d'1 an. Joseph Antoine Bell est candidat à la prochaine Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. L'ancien international gardien des Lions indomptables du Cameroun veut remplacer Iya Mohamed incarcéré et qui devrait être pourvu après les élections fédérales du 29 novembre prochain. Ce sera la seconde fois que Joseph Antoine Bell tentera de briguer le poste. Onur Janza, le sélectionneur de la Zambie, a dévoilé une liste de 27 joueurs pour préparer les 2 derniers matchs des éliminatoires de la CAN 2015. Fait majeur, l'absence du capitaine Christopher Katongo. Il semble que le divorce soit consommé entre le champion d'Afrique 2012 et son entraîneur. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine.
L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.